Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo d'intérêt général est géopolitique sous-régional. Et pourquoi? C'est parce que dans l'après despote Denis Sassou Nguesso qui se dessine, nous aurons trois gros soucis majeurs. Ou plutôt qu'il va nous laisser trois gros soucis majeurs à gérer. Et donc pour éviter les tâtonnements de l'après Sassou Nguesso, il faut déjà jouer à l'éclaireur. Jouer à l'éclaireur. Voir ce qui se passe. Pour que demain, quand tu auras ces dossiers, vous n'aurez plus besoin de tâtonner. Parce que le pays est déjà fracassé, vendu à la découpe. Le peuple piétiné et autres, ça devient une poudrière. Donc il faut faire attention dans la presse Sassou Nguesso. C'est pour cela que d'un point de vue citoyen, intellectuel, politique et géopolitique à la fois, nous cherchons à comprendre qu'est-ce qui ne va pas déjà dans le pays et aussi dans la sous-région. Puisque pour construire un havre de paix, il faut être en paix avec ses voisins. Mais il faut comprendre déjà les voisins. C'est ce que nous faisions. Donc nous jouons de la géopolitique. Vous le savez qu'à la chute de Sassou, nous aurons 30% des soucis à se faire du bilan national de Sassou Nguesso. 50% des soucis à se faire de la géopolitique sous-régionale qui, depuis le coup d'État, vous le savez que les institutions, les administrations, les armées, etc., le renseignement, l'économie et les biens et tout compagnie sont maintenant aux mains des étrangers. Donc nous sommes dans la situation de la RDC, pas à grande échelle, mais à petite échelle. Par conséquent, c'est que vous allez écouter des Africa Flash et par la suite de notre compatriote, le docteur Mabiala. Et donc, vous pouvez comprendre déjà ce qui se prépare. Parce que lorsqu'on va à la chasse, il faut partir avec les outils de la chasse. Il ne faut pas partir à la chasse ou à la pêche. Tu vas d'abord comme ça, après, ah tiens, il y a le gibier. Et tu viens chercher... voilà, ou venez chercher le filet pour les poissons. Non, donc nous faisons ces devoirs-là, géopolitiques, politiques. Donc vous le savez que ça soit nous laisser 30% des merdes au niveau national. 50% des merdes au niveau géopolitique. Regarde ce qui est passé depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. En passant par la vente à la découpe de nos terres au Rwandais. On en parle. Tout ça, il faut analyser ça. Et puis 20%, ce sera avec la France-Afrique. Donc 30 plus 50 plus 20, ça fait 100%. Donc vous imaginez 30% des soucis au niveau national, 30% des soucis géopolitiques sous-régionaux à cause du bazar et ou de ce que nous avions crié par-ci par-là depuis le coup d'État jusqu'à nos jours. Pourquoi les armées n'arrivent pas à prendre les responsabilités? Ce sont des armées peut-être infiltrées. Pourquoi le renseignement coince? Parce que nous ne contrôlons plus le renseignement, etc., etc. Donc ça, c'est les 50% des soucis que nous allons. Donc on ne pourra pas continuer comme ça. Sinon, on va rentrer dans la permanence de l'état de crise, ou dans les statu quo, ou dans tout ce que vous avez vu en RDC, ou au Centrafrique, en Libye, et au Somalie et autres. Donc attention, danger. Et puis 20%, c'est la France-Afrique qui est là. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que ça chauffe entre Paul Kagame et ses parrains donneurs d'ordre occidentaux. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Vous le savez que au cours déjà de ces 25 dernières années, c'est-à-dire depuis les années 2000, vous avez un endroit et où l'événement qu'on appelait Kouibouka. Kouibouka, on en parlait. C'était le vénément le plus marquant de l'année, de chaque année au Rwanda, où tout le monde entier, ou presque,
disons, le monde occidental, tout s'est bousculé d'aller au Rwanda, cet événement, où il y avait des événements sportifs, des hôtels et des restaurants bien remplis. Et surtout que depuis ces années-là, il a construit ces décors de la ville de Kigali. Et donc tout le monde venait là-bas. Les chefs d'État, des gouvernements, de fêtes ou de droits, tout le monde venait là-bas. On voyait qu'on en parlait de Rwanda. Pendant que ce même Rwanda chiffonnait les ressources de la RDC en apportant que la mort, la mort, la mort, la mort. Et donc tout le monde, vous vous souvenez de cet événement-là qu'on appelait Kwibuka. Sauf que tout a un début et une fin. Et ça sera pareil comme Sassou Nguesso. Vous imaginez les triangles des Bermudes, au Bouya, au Lombo, Tikapika, avec Oyo et Doula, où tout le monde venait au Oyo. Oyo, tout le monde, comme il disait dans les années 2013, 2014, on disait à Brazzaville, si tu veux devenir riche, il faut aller à Oyo. On en parlait ça dans les bars de Brazzaville. Si tu veux aller à Oyo, va à Oyo. Là-bas, les Gauthier de l'Afrique, de la France-Afrique, ils viennent tous là-bas. Ils repartent là-bas avec les enveloppes, des liquidités autres. Pourquoi tu traînes ici à Brazzaville? Va à Oyo. C'est là-bas où ça se passe. Si tu veux devenir riche, va à Oyo. Ça s'est passé dans les années 2010 à 2015, comme ça. Hein? On en parlait, vous voyez dans mes vidéos, on a balancé les gens qui... Voilà, nous c'est pareil. Ça sera comme là, c'est ce qui se dessine au Rwanda avec Paul Kagame. Tout a un début et une fin. Et pourquoi? Parce que c'est la fin de Kwibuka 2025 qui, faut le dire, fiasco, échec total. C'est comme si le monde entier a tourné le dos à Paul Kagame. Et c'est là qu'il va s'énerver. Il est en colère. Vous imaginez les avions qui venaient à l'aéroport de Kigali, ils étaient à la Kelele, et maintenant là, il n'y a plus. Oh. Les hôtels, il n'y a rien. Partout, partout. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, tout a un début et une fin. Le monde occidental l'a tourné le dos. Ce même monde-là, qu'il avait laissé libre cours, a chiffonné les ressources de la RDC en apportant la mort, en jouant l'amalgame du génocide de mars 1994, où c'était des deux côtés qui se sont entretués. Or, 80% de la population, 85% de la population du Rwanda est Bantou, Hutu. Ils sont tous à l'étranger et où ceux qui sont au pays là-bas, ils sont devenus des sujets indigènes et esclaves des Tutsi Power de Paul Kagame. Et c'est la fin. Et donc là, et chaque année, on fêtait cet événement des Tutsi Power qui allait même jusqu'à chercher à coloniser toute l'Afrique centrale. Dans la RDC, le Congo-Brazzaville s'était dit annoncé, puis les Gabon, l'Angola, il allait même jusqu'au Mozambique, au Centrafrique, et donc ils ont fait tout ça. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout a un début et une fin. Et ça sera pareil pour Sassou Nguesso, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos. Faites vous-même la lecture de la chute de Bokassa. Et vous voyez, là où c'est tout Béréongo, c'est Bokassa. La chute de Mobutu. Regardez là où se trouve Guadeloupe, chez Mobutu. Ça sera pareil pour Oyo. Et donc pour l'instant, ils viennent là-bas. Tous les Gotha, ils viennent là-bas. Même à Oyo, chez Sassou Nguesso, beaucoup de gens ne viennent plus. Hein. Ça commence à sentir mauvais. Ce n'est plus... voilà, ça sent déjà la fin. Et c'est une bonne nouvelle. Et c'est bien comme ça. Donc, vous avez vu l'événement du 7 avril chaque année. Oh mon Dieu, ça là, c'est vraiment, c'est des six, ce sont en économie, on appelle les indicateurs macroéconomiques, en sociologie, les indicateurs sociopolitiques. Bon, on peut multiplier ces indicateurs-là. Là, on voit bien que les signes sont là, ça ne cache plus. Donc, si bien que le despote s'est énervé, il commençait à s'énerver, etc., etc. Et c'est ce que vous allez suivre à travers déjà Africa Flash. Vous allez voir le décryptage de cette affaire-là. Et après, vous aurez à la fin de le décryptage de l'Africa Flash, vous allez le commentaire de notre compatriote docteur Rufin Vicler Mabiala, et qui a bien expliqué en 9 minutes comment
le régime de comment les Katumbi, les Kabila et tout ce monde a été ensemble pour chiffonner la RDC, que certains se sont enrichis. Vous avez vu l'affaire de l'Indien là, et qui faisait tous les systèmes. En ce moment, il est maintenu en captivité par les services secrets de la RDC et tout, tout est en train de tomber comme des quilles dans un bowling. Pourquoi? Parce que l'organisation de ces ennemis de l'Afrique, là, ce sont l'Occident. Quand l'Occident te tourne le dos, c'est fini. Comme Kagame, là, c'est fini. Les Américains viennent de signer les accords stratégiques avec la RDC. Bon, le plan Marshall, déjà pour construire les infrastructures de la RDC. Le plan Truman pour sécuriser la RDC. Donc, quand les Américains s'installent, donc ils veulent s'installer là et contrôler les ressources stratégiques de la RDC. Parce que la RDC, c'est un scandale géologique. C'est que je vous fais des vidéos sur la géologie de la RDC. Et donc là, c'est ça. Les minerais terres rares indispensables aux technologies civiles, militaires et aérospatiales. Et donc les Américains veulent maintenant, ah non, il faut contrôler ça. Et donc là, on a contrôlé ça. Vous avez vu ce qui s'est passé de l'Allemagne. C'était les Américains après la Seconde Guerre mondiale. Regardez comment ils ont reconstruit l'Allemagne. Même l'Europe avec les plans Marshall. Même le Japon. Même la Corée du Sud. Même tout ce qui est des proches et Moyen-Orient. Donc la RDC est en train de jouer stratégie et à un moment donné, il va avoir un décollage. Donc le pays le plus riche au monde, comment peut-il se retrouver dans cette situation-là? Donc il y avait un petit pays comme ça, pas grand-chose, et voilà, donc là c'est la fin. Et donc les accords, tous ceux qui sont en train de signer, les Américains, là voilà, même ils pressent, l'armée sud-africaine est partie, comme ça partie, l'armée ougandaise est en train de partir, et tout ça, parce qu'il y a le requin qui est là, américain. Quand l'Amérique s'installe, et là c'est fini. Parce que le monde là, ce sont eux qui commandent. Donc il est là, il va protéger. Donc les investisseurs américains pressent maintenant Donald Trump à signer ces accords-là vite fait pour qu'on mette tous les moyens de tout ça pour protéger la RDC. Donc le décollage est proche. Même tous ceux qui ont joué leur jeu avec tous ces pseudo-opposants, en fait, ils jouaient pour contre la RDC. Et donc le pays est maintenant aux mains des vrais patriotes. De père et de souche. C'est le slogan là-bas au RDC. Tu es papa et maman de souche congolaise bantou. Tu es bienvenu au RDC. Si tu es pris de tout mélanger là, bizarrement ça ne marche plus. Donc écoutez le commentaire de ce média et puis le nôtre, voilà, et après ça pourra vous nourrir le débat pour comprendre déjà la prestation qui se dessine puisque la fin du régime des Sassou Nguesso est annoncée. Merci beaucoup. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga. And I'll tell anybody to his face to go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Just go to hell. Le génocide rwandais, alors que les familles pleurent encore leurs morts, Paul Kagame, le dirigeant inflexible du Rwanda, ose lancer un « aller en enfer » aux nations qui osent lui tenir tête. Oui, vous avez bien entendu, « aller en enfer », des mots crus, presque choquants, jetés au visage des pays qui sanctionnent le Rwanda pour ses invasions au Congo, ses massacres de civils congolais et le pillage éhonté des minerais de ce voisin martyrisé. Mais qui est vraiment cet homme qui parle avec une telle arrogance, comme s'il était au-dessus de tout reproche, comme s'il méritait le paradis, pendant que d'autres brûleraient pour avoir osé le défier? Aujourd'hui, on va plonger dans cette histoire sombre et complexe. Que cache cette bravade de Kagame? Pourquoi agit-il comme si seuls ses intérêts comptaient, reléguant au second plan le Rwanda, son peuple et surtout les millions de vies congolaises éteintes sous son ombre? Si vous pensez que cet homme est un héros intouchable, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir risque de vous faire voir les choses autrement. Imaginez un instant. Le Rwanda
commémore le génocide de 1994. 1 million de vies fauchées dans une horreur indescriptible. Les tambours résonnent, les larmes coulent, les mémoires s'ouvrent comme des plaies jamais cicatrisées. Et au milieu de ce chagrin national, Kagame, le visage fermé, le ton glacial, choisit ce moment précis pour défier le monde. Si vous pensez pouvoir effrayer le Rwanda avec des sanctions, allez en enfer, a-t-il clamé lors de la cérémonie de Kwibuka 31, il y a quelques heures à peine, ce 7 avril 2025. Des mots qui claquent comme une gifle, surtout quand on sait ce que ces sanctions visent. Des années de chaos semées par ses troupes et ses proxys dans l'est du Congo. Pendant que les Rwandais pleurent leur mort, Kagame, lui, semble plus préoccupé par son image que par leur douleur. Étrange, non? Un leader qui se drape dans la mémoire des victimes pour mieux justifier ses propres crimes. Car oui, il y a un problème, et il est colossal. Pendant que Kagame joue les saints intouchables, le Congo saigne. Depuis 1996, les incursions rwandaises et le soutien aux groupes rebelles comme le M23 ont transformé l'Est congolais en un cimetière à ciel ouvert. On parle de 16 millions de morts, un chiffre qui donne le vertige, un génocide silencieux qui s'étire sur des décennies. Des villages rasés, des femmes violées, des enfants arrachés à leurs familles, et pourquoi? Des minerais, du coltan, de l'or, des richesses arrachées au sol congolais pour remplir les coffres de Kigali et de ses alliés. Et Kagame, au lieu de tendre une main pour la paix, préfère pointer du doigt ceux qui osent lui demander des comptes. Allez en enfer! Vraiment? Ce sont des mots qu'un homme en paix avec sa conscience ne devrait pas prononcer, encore moins en un jour de deuil national. Alors, pourquoi cette arrogance? D'un côté, Kagame se présente comme le sauveur du Rwanda, celui qui a mis fin au génocide et ramené l'ordre dans un pays brisé. C'est une histoire qu'il aime raconter, et beaucoup dans le monde l'ont cru. Mais de l'autre côté, il y a cette vérité brutale. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais hésité à exporter la violence au-delà de ses frontières. Le Congo n'est pas juste un voisin gênant pour lui, c'est une terre à exploiter, un pion dans son grand jeu de pouvoir. Et les Congolais, des dommages collatéraux, des vies qui, à ses yeux, ne pèsent pas aussi lourd que celles perdues en 1994. Pourtant, une vie est une vie. Pourquoi les 16 millions de morts congolais devraient-ils valoir moins que les victimes rwandaises qui l'honorent chaque année? Regardons les faits de plus près. Depuis la fin des années 90, les rapports de l'ONU s'accumulent. Le Rwanda arme des milices, envoie des soldats, pille des ressources. Le M23, par exemple, ce groupe rebelle qui sème la terreur à Goma et Bukavu, n'est pas une bande isolée. Des experts indépendants affirment qu'il est soutenu par Kigali. Armes, argent, hommes. Et que fait Kagame face à ces accusations? Il nie, il esquive, et maintenant, il insulte. Allez en enfer! Une réponse qui sonne comme un aveu. Car si tout cela n'était que mensonge, pourquoi tant de colère? Pourquoi ne pas ouvrir les portes à une enquête transparente? Prouver au monde qu'il n'a rien à cacher. Peut-être parce que la vérité est trop lourde à porter. Mais il y a une contradiction qui saute aux yeux. Pendant que Kagame rejette les sanctions de l'Union européenne, des États-Unis ou encore de la Belgique, son ancienne puissance coloniale, avec qui il a coupé les ponts en mars dernier, il oublie un détail crucial. Ces sanctions ne visent pas le peuple rwandais. Elles visent lui, ses généraux, ses complices. Ce sont des mesures pour freiner une machine de guerre qu'il alimente depuis trop longtemps. Alors pourquoi se aller en enfer comme s'il parlait au nom de tous les Rwandais? La réponse est simple. Pour Kagame, il n'y a que lui. Le Rwanda,
son peuple, ses victimes, ne sont que des outils pour sa gloire personnelle. Il se sert de leur douleur pour se poser en martyr, tout en écrasant d'autres sous ses bottes. Parlons maintenant des Congolais, ceux qu'on oublie trop souvent dans ce récit. Imaginez vivre à Goma aujourd'hui. Le bruit des tirs au loin, la peur de voir votre maison incendiée, vos enfants enrôlés de force, ou pire. Depuis janvier 2025, le M23 a repris 2 grandes villes, Goma et Bukavu, déplaçant des centaines de milliers de personnes. L'UNICEF parle de 850 000 déplacés rien que cette année. Et derrière ce chaos, il y a la main de Kagame, même s'il le nie encore et encore. Les Nations Unies estiment que jusqu'à 4 000 soldats rwandais épaulent ces rebelles. 4 000. Pas une rumeur, pas une théorie, mais un fait documenté. Alors quand Kagame dit « allez en enfer », à ceux qui veulent stopper cette folie, il dit en réalité « laissez-moi continuer ». Continuer quoi? À tuer, à piller, à dominer. Certains pourraient se défendre Kagame. Ils diront qu'il protège le Rwanda contre les menaces extérieures, comme les FDLR, ces milices Hutus liées au génocide de 1994 qui opèrent depuis le Congo. C'est son argument fétiche. Je me défends. Mais soyons sérieux une seconde. Si c'était vraiment son but, pourquoi ces troupes ne ciblent-elles pas seulement ces groupes? Pourquoi raser des villages entiers? Pourquoi s'emparer des mines d'or et de coltan? La sécurité rwandaise ne justifie pas un massacre de cette ampleur. Non, ce qu'on voit, c'est une stratégie froide, calculée, garder le Congo faible, instable, pour que le Rwanda en profite. Et ça marche. Pendant que le monde regarde ailleurs, Kigali prospère sur le dos d'un voisin agonisant. Mais le moment clé, le vrai choc, c'est ça. En disant « allez en enfer ». En pleine commémoration du génocide, Kagame a trahi quelque chose de profond. Ces mots ne sont pas juste une provocation. Ils sont une insulte à la mémoire même qu'il prétend défendre. Le génocide rwandais était une tragédie humaine, pas une carte à jouer pour excuser d'autres horreurs. En les prononçant ce 7 avril, il a montré son vrai visage. Un homme qui ne respecte ni les morts rwandais, ni les vivants congolais, ni même la dignité de son propre peuple. Car quel leader digne de ce nom transformerait un jour de recueillement en tribune pour son ego? C'est là qu'on voit la fracture. Kagame ne pleure pas avec les Rwandais, il se sert d'eux. Il ne cherche pas la paix, il la piétine. Alors, où est-ce qu'on en est? D'un côté, un homme qui se voit comme un saint, un intouchable, un envoyé du ciel, qui mérite le paradis pour avoir sauvé son pays. De l'autre, un tyran qui a du sang sur les mains, pas juste celui de ses ennemis, mais celui de millions de Congolais qui n'ont jamais demandé à être mêlés à son ambition. Les sanctions qu'il rejette avec tant de mépris ne sont pas parfaites, c'est vrai. Elles ne résoudront pas tout, mais elles sont un cri, un signal. Le monde commence à ouvrir les yeux. Le problème, c'est que Kagame, lui, préfère les garder fermés. Aller en enfer. Et si c'était lui qui y marchait déjà, pas à pas, en entraînant des nations entières dans son sillage, ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo, ce n'est pas juste une querelle de voisins. C'est une tragédie humaine qui dure depuis trop longtemps, alimentée par un homme qui met son pouvoir avant tout. Les Rwandais méritent la paix, oui, mais les Congolais aussi. 16 millions de morts, ça ne s'efface pas d'un revers de main. Ça ne se noie pas dans des discours bravaches. Kagame peut bien crier au monde entier d'aller en enfer, mais la question reste, et lui, où ira-t-il quand les comptes seront faits? Pas au paradis, ça, c'est sûr. Si tout ça vous a secoué, si vous vous demandez jusqu'où cette histoire peut encore aller, restez avec nous. Cliquez sur la vidéo suivante pour découvrir ce que Kagame cache encore derrière ses portes fermées. Abonnez-vous pour ne rien rater
la vérité mérite d'être entendue. To somebody else, I would be dead anyway. So why don't I die fighting? So you Rwandans, why don't you die fighting? Instead of dying anyway. Just dying like flies. Why? But my message goes to other Africans who live like this on a daily basis, who are dehumanized. And they accept it and they beg. I can't beg to live. I can't beg anybody. We will fight. If I lose, I lose. But there is a chance. There is a chance, a significant chance, that if you stand up and fight, you will live. And you will have lived a dignified life that you deserve, that anybody else deserves. So these people who are there to the UN, they are there to these Western capitals, they are everywhere, they are just saying, Rwanda. This small country, this Rwanda. I mean, you see, when you are talking about Rwanda and ganging up together against Rwanda, you think it's some country that is... Then when I remember the facts about it, I just imagine the world has gone amok. But in the midst of all that, we have to live. We have to live our lives, we have to fight for that, we have to live the way we want. And I tell anybody to his face to go to hell. If anyone comes around and thinks they can, they come and say, hey, we're going to sanction you. To what? Go to hell. Just go to hell. You have your own issues to deal with. Go and deal with your own issues. Leave me to mine. This is the spirit, I think, Rwandans must have in their daily lives. So my worry is not about how powerful these people are that come down upon us and throw anything at us. I'm never worried about that. I worry about one thing, which has lived on for centuries. It's for Rwandans. It's for Africans who sit back and find nothing wrong with accepting to be treated like that. That's my only worry. When can Rwandans, when can Africans refuse to be mistreated like this?
to be told they have no value, to be told that their lives have to be lived as a result of a favor they are being done by somebody else. What a shame for people to accept that even for a moment. You must not accept it. You must get up and fight for yourself. And then you have fools leading countries and being used as puppets. And they are stealing from their own resources, which they should be putting to the good use of their own people and develop them. They just put everything to their own use, find billionaires in a sea of poverty, millions of people going hungry, and their leaders, billionaires, money that has been stolen from the resources of these people, and these are the ones received in Western capitals and praised, and when, Rwanda is being crucified, literally at the UN, everywhere, these are the ones who show up and everybody is doing their bidding. They don't talk. These ones don't even say a thing. There is somebody to say it for them. They don't say a thing. Even in meetings where solutions are being thought about and crafted and so on, they are absent because somebody else is there. They are addressed there. When their name comes up, they say, no, no, no. You see, I see it on a daily basis. Somebody has agents, orders them, pays them to go everywhere preaching hate speech, killing people in broad daylight, setting fire on these people, burning in broad daylight. And when it comes up for discussion, they say, no, 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 it's not this one. No, 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 no. You see some other people, we look for them. But the person keeps coming up. He says, no, 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 I will take the war to Kigali, I remove the government, these Tutsis, we are tired of them, like we were tired of them 31 years ago. Here. And it's okay. These wonderful people, these powerful people who tell us what to do and what not to do, they are okay with that. They are fine with that. And they expect us to accept it also ourselves. In broad daylight. Hate speech, killings of people for their identity, uprooting them from their homes, and most of them are refugees here in this country. We have 125,000 people as refugees who have been living in camps, uprooted from their homes in Eastern Congo.
And then these powerful, good people come here and pick 1, 2, 3, another day 5, if there are many, to go and settle them in those beautiful countries of theirs. And they leave the majority here. And they expect us to be thankful that that's a huge gesture of generosity. First of all, they take them knowing that these are actually refugees from a neighboring country. They don't take them as Rwandans. They take them as refugees from Congo. Only that they are taking very few. They are not, I wish they could take all of them. Those who wish to go and resettle them. So the rest becomes my problem. So what they have to do is cleanse Eastern Congo of all these. À terre pas tous. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler des signes de la fin d'un homme, de la fin d'un règne. Les signes de la fin de 30 ans de règne sans interruption et sans partage dans la région de Grand Lac et notamment en République démocratique du Congo. Les amis, Paul Kagame était le maître absolu de la République démocratique du Congo depuis que Laurent Kabila est venu dans ses bagages à Kinshasa. Paul Kagame bénéficiait même du soutien des Congolais. Je vous ai déjà dit, les faiblesses de l'armée congolaise découlent du fait que Paul Kagame avait infiltré cette armée, avait neutralisé tout ce qui était nuisible à son règne et avait démobilisé les Congolais en faisant croire que l'avenir c'était en travaillant pour Paul Kagame ou avec Paul Kagame. Il est arrivé que Laurent Désiré Kabila, que lui, Paul Kagame, a amené au pouvoir à Kinshasa, puisse vouloir maintenant se débarrasser de lui, prendre son autonomie. Paul Kagame l'a éliminé, on l'a envoyé au repos éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Paul Kagame a réuni, comment dirais-je, a installé un faux fils, quelqu'un qui on a donné juste le nom de Kabila. On a fait croire à tout le monde que c'est le fils, alors qu'il n'a jamais été le fils. C'est un Rwandais que Paul Kagame a placé au pouvoir et que Paul Kagame a géré donc pendant 18 ans, ou plutôt a co-géré, parce que le président c'était Kabila, mais Paul Kagame était celui qui décidait de tout. Vous voulez placer, nommer des généraux, accorder des promotions à certains militaires, vous voulez nommer des ministres, Paul Kagame avait son avis. Au point où, en 2018, lorsque il y a eu les premières élections qui ont amené Félix Tshisekedi au pouvoir, Paul Kagame appelle à Kinshasa et dit « Ne proclamez pas les résultats tant que moi je ne suis pas là ». Il demande à la CENI, la commission électorale indépendante ou quelque chose de ce genre, de ne pas proclamer les résultats jusqu'à ce que lui, Paul Kagame, arrive. Il a fallu que la Cour constitutionnelle se passe de cette injonction, de cette demande de Paul Kagame pour que les résultats puissent être annoncés avant que Paul Kagame n'arrive pour décider ou d'abord pour traiter un accord avec Tshisekedi afin de continuer le règne sur la RDC. Là, c'était déjà un signe que la fin est proche. Nous sommes à la fin d'un règne.
Parce que Félix Tshisekedi a été élu par le peuple congolais et Paul Kagame a tenté d'empêcher qu'il soit élu. Il aurait voulu quelqu'un d'autre, Martin Fayoulou, et il a mobilisé les Occidentaux, ses alliés, qui ont donné 25 millions d'euros à l'église du Congo, notamment à Mbongo et sa clique, pour qu'ils puissent crier à la fraude. C'est ce qui a été fait. Malheureusement, ils n'ont pas pu empêcher l'installation de Tshisekedi au pouvoir. Tshisekedi a commencé d'abord par coopérer avec Kagame pour ne pas brusquer les changements. Et Kagame a pensé que Tshisekedi était faible. C'est là que Tshisekedi est allé à la vitesse V et a rompu ses relations. Là, la guerre a commencé. Encore une fois de plus. Paul Kagame a décidé de frapper et de marcher sur Kinshasa avec à sa tête un pantin qu'on appelle Corneille Nangaa. Mais Kagame n'était pas seul. Il y avait aussi quelqu'un qui l'avait d'abord précédemment placé au pouvoir, Kabila. Il y avait Katumbi, qui étaient les grands financiers de cette guerre. Mais là, ça commence à se terminer. Les signes de la fin d'un règne. 30 ans de règne. Maintenant, c'est la fin. Alors, pourquoi je dis c'est la fin? Parce que le grand signe, c'est que Paul Kagame, pour régner à Kigali et dans la région des Grands Lacs, et notamment en RDC, ce grand pays de plus de 2 300 000 km², il utilisait une plateforme, une astuce, un film, une manipulation, le génocide Tutsi. Il parlait toujours du génocide Tutsi comme si c'était l'événement du monde entier, où tout le monde entier devait pleurer, alors que les Rwandais se sont entretués entre eux. Et il n'y avait pas que le génocide des Tutsis, il y avait le génocide des Hutus aussi. C'est ce que l'ancien secrétaire d'État américain appelait le génocide rwandais. Monsieur Anthony Blinken a dit, il n'y a même pas 2 ans, qu'il s'agissait du génocide rwandais. Paul Kagame utilisait ça pour avoir des subventions, pour être apprécié et pour faire croire. On avait tendance à penser que, en fait, ce sont les Congolais qui sont venus massacrer les Rwandais. Alors que c'est faux, ce sont les Rwandais qui ont massacré les Rwandais. Ils se sont entre-massacrés. C'est-à-dire qu'ils se sont massacrés entre eux. Mais Paul Kagame faisait croire, donnait l'impression qu'en fait, c'est un problème qui concerne le Congo. Et c'est Tshisekedi qui est venu casser ça. Tshisekedi a fait tellement de propagande là-dessus pour expliquer cette situation qu'il n'était pas responsable de ce qui se passait. Et voilà maintenant que, effectivement, les amis, ce qui arrive, c'est que le monde a compris qu'en fait, c'est Paul Kagame qui est le trouble fait. C'est Paul Kagame qui déstabilise toute la région. C'est Paul Kagame qui envoie son armée pour aller massacrer des Congolais et piller les matières premières. Et du coup, personne ne veut le côtoyer. Près de 99% des leaders politiques mondiaux qui venaient participer à sa réunion, à la commémoration du 6 ou 7 avril, du génocide qu'ils appelaient Tutsi, alors que c'est le génocide rwandais, cette fois-ci, ils disent « nous ne venons pas ». Comme disait mon frère Moubenga, « Lamba lia mela biso tokoyate », c'est-à-dire « prépare, mange, bois, nous ne venons pas à ta fête ». Ne soyez pas surpris que Paul Kagame puisse annuler les commémorations. Pire, il y a plus que ça.
c'est que Paul Kagame n'a plus l'argent. Parce que ce sont ces mêmes gens-là qui venaient participer, ceux qui le soutenaient dans cette guerre, qui aujourd'hui, eux-mêmes, sont en difficulté, surtout que Trump, l'un des alliés de Kagame, enfin les États-Unis, alliés de Kagame, ont frappé les Occidentaux qui aujourd'hui se préoccupent à comment il faut faire pour faire face à l'augmentation des taxes douanières que Donald Trump a placées dans leur pays contre eux. C'est une situation catastrophique. Il n'a pas de moyens. Donc, Paul Kagame est dans un état, il n'a que des larmes pour pleurer. Mais ce n'est pas tout, les amis. Massad Boulos, le représentant spécial, l'envoyé spécial de Donald Trump dans la région des Grands Lacs et au Moyen-Orient, en Afrique même d'ailleurs, est passé par Kigali ce jour, samedi 5 avril 2025, pour dire à Kigali, vous avez quelques jours pour retirer toutes vos troupes. C'est un ordre. Ça fait mal. Comment organiser le retrait de ces troupes, de toute sa logistique? Avec quel argent? Comment expliquer aux familles des victimes où sont partis leurs enfants, où sont partis leurs maris, où sont partis leurs pères? Oh my God! C'est une situation que Kagame ne sait plus comment gérer. C'est la fin d'un règne. Ça, ce sont les signes de la fin. Monsieur a été utilisé par les Occidentaux, les mêmes Occidentaux ont pris tout le jus qu'il y avait en lui et maintenant, il va aller à la poubelle. Voilà ce qui arrive à Paul Kagame. Les amis, faites attention, Africains. Quand vous coopérez avec les Occidentaux pour faire du mal aux autres Africains, Mobutu a payé le prix. Maintenant, c'est le tour de Kagame. Il y aura le tour de Alassane Ouattara, ça viendra. Le tour des autres que je ne peux pas citer les noms ici, vous savez très bien, arrivera. Tous passeront à la casserole. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres génissés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.